l'époque des hypervitesses, plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Agnès Giard, anthropologue et journaliste dont les travaux interrogent la sexualité et tout particulièrement au Japon. Elle a notamment fondé et anime la chronique Les 400 Q à Libération et a écrit de nombreux ouvrages dont L'imaginaire érotique au Japon, chez Albin Michel, Le dictionnaire de l'amour et du plaisir au Japon, chez Glénat, et plus récemment le livre Les amours artificiels au Japon, flirt virtuel et fiancés imaginaires, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Alors dans cet ouvrage, Agnès Giard s'intéresse aux personnes qui s'engagent dans des relations amoureuses avec des personnages virtuels, dans un contexte marqué par la chute démographique au Japon. On estime qu'en 2030, un homme sur 3 et une femme sur 5 seront célibataires à vie. Ces amours artificiels peuvent sembler donc au premier regard incongrus, irrationnels, et pourtant, tout au long de ce livre passionnant, Agnès Giard défend l'inverse. Ces phytosexuels, comme il et elle se nomment, donc des amoureux de personnages de fiction, sont le miroir d'un monde où il devient de plus en plus difficile d'entrer en relation avec d'autres êtres humains. Loin d'être fous, il et elle expriment ainsi le besoin fondamental d'aimer et d'être aimé dans un monde où l'attachement aux autres est souvent synonyme de vies invivables. Il faut savoir que dans le schéma classique du couple au Japon, les hommes doivent en effet subvenir aux besoins du foyer, quitte à devoir passer leur vie au travail, et les femmes doivent au contraire abandonner leur carrière pour devenir femmes au foyer et ainsi renoncer à leur liberté et leur autonomie. Ces normes n'étant plus atteignables, plus tolérables, certaines personnes donc ouvrent la voie à des amours alternatives, des amours artificiels. Agnès Giard, bonjour, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour. La première question que je voudrais vous poser, c'est par rapport à votre parcours. Il faut savoir que vous vous êtes donc intéressé aux questions de sexualité, puis progressivement à la sexualité au Japon en tant que journaliste. Puis vous avez ensuite soutenu une thèse à l'université de Nanterre, une thèse d'anthropologie où vous êtes intéressé aux objets anthropomorphiques et en particulier aux love dolls, donc des poupées sexuelles, et à la manière dont ces objets, en tentant d'imiter les humains, finalement invitaient à questionner qu'est-ce que c'est que d'être humain. Qu'est-ce qui vous a donc conduit finalement à vous intéresser progressivement à la question de la sexualité au Japon et surtout à ces relations amoureuses et sexuelles avec le non-humain ? Vaste question. Enfin, on fait partie tous plus ou moins une génération qui a grandi avec les animés et on se sert finalement du Japon comme d'un terrain bon à penser pour se repositionner par rapport aux idéologies dominantes. Et le Japon sert finalement de miroir très révélateur de nos propres a priori, notamment concernant le rôle des objets anthropomorphiques. Donc ces fameuses poupées sexuelles, comme on les nomme en Occident, appelées love doll au Japon, poupées d'amour, on voit bien toute la différence déjà de point de vue, m'ont permis de remettre en question un préjugé qui était pourtant le mien au départ, je dois l'avouer, en tant que chercheuse. Je pensais naïvement que ces poupées étaient des exutoires pour des hommes frustrés ou revanchards. Et il s'est avéré très rapidement sur le terrain, donc principalement mené dans une usine, l'usine pionnière de Love Doll au Japon, de Orient Kogyo, celle qui a créé le modèle, de m'apercevoir que ces poupées étaient configurées sur le modèle des statues de Bouddha, c'est-à-dire impénétrables, où qu'on se place face à elles, leur regard vous traverse et elles offrent finalement l'apparence de réceptacles creux et vides, confrontant l'utilisateur à sa propre solitude. Donc plutôt que de combler le manque ou de remplacer une femme de chair et d'os, ces outils étaient utilisés comme miroir finalement, forçant la personne, qu'il s'agisse d'homme ou de femme d'ailleurs, ce qui est très intéressant, à projeter sur elle ses états d'âme. Alors là, il faut préciser une chose, la focale des yeux de ces poupées est réglée sur une distance de 5 mètres. C'est la raison pour laquelle leur regard vous traverse et vous invite finalement à aller dans leur direction, c'est-à-dire dans un monde parallèle. Et en fait, toute ma recherche actuelle découle de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vérifier sur le terrain qui est assez mainstream des poupées de silicium, les mêmes trouvailles de recherche
que j'ai pu effectuer sur le terrain des poupées de silicone. Voilà, c'était le point de départ. Et alors, dans votre livre, ce qui m'a assez frappé, c'est que finalement, vous avez eu beaucoup d'entretiens. On a l'impression que beaucoup de gens parlent de ces histoires d'amour artificielles. Et de prime abord, ça m'a semblé extrêmement difficile à mettre en place comme enquête, puisque je me suis dit ça touche à des questions liées à la sexualité, à l'intimité, qui sont pas forcément des sujets faciles à aborder. Et pourtant, vous avez plein de gens qui vous en parlent. Donc, voilà, je me suis demandé comment vous êtes entré en contact avec eux et elles, d'abord. Et puis, comment expliquer, finalement, qu'ils aient l'air d'avoir envie de témoigner ? En fait, ils ont absolument besoin de médias pour parler d'eux. Leur démarche est provocatrice, spectaculaire, et il s'agit de porter finalement la voix de toute leur communauté par tous les moyens possibles. Donc les réseaux sociaux, les médias mainstream, certains d'entre eux s'exposent de façon extrêmement courageuse, au mépris général bien sûr, et puis pourquoi pas le chercheur qui passe est toujours bon à prendre, en l'occurrence moi, pour éventuellement porter leur voix au-delà des frontières parmi le public français. Donc en fait, c'est très facile de les aborder puisqu'ils ne demandent que ça, qu'on les entende, qu'on les écoute. Comment vous êtes rentré en contact avec ? C'est du réseautage. Alors je commence tout simplement par le plus connu de tous, Akihiko Kondo, qui épouse en novembre 2018, si mes souvenirs sont bons, une pop idole virtuelle appelée Hatsune Miku, qui est une chanteuse aux cheveux turquoise, dans une mini-jupe, très mignonne, avec une voix qui peut monter dans les infra-aigus, donc inaudible, et dont le nom s'inspire de légendes anciennes relatives à des fantômes. Eh bien, cet homme qui épouse une pop idole virtuelle met en place très rapidement, parce qu'il est le premier à le faire à visage découvert, sur le plan historique, c'est vraiment une grande première. Il est le premier et il le fait en donnant son nom de famille, en s'exposant d'une certaine manière aux menaces de mort qui vont d'ailleurs pleuvoir sur lui très rapidement. Et du coup, il devient le porte-parole. Et finalement, il va d'ailleurs devenir le président de l'association des fictosexuels dont vous aviez parlé tout à l'heure. Donc, c'est par lui que je passe, essentiellement. Il me met en contact avec d'autres personnes. Et puis ensuite, ça réseaute en rhizome, quoi. Donc, dans votre ouvrage, vous mentionnez plusieurs jeux ou applications où les utilisateurs peuvent développer donc une forme de relation amoureuse avec le personnage principal. Les personnages féminins évoqués sont souvent donc soit des androïdes, soit des extraterrestres, des personnes venues d'ailleurs. Lei Navi, par exemple, c'est une femme fictive de 17 ans qui apparaît dans un GPS et vous guide donc tout au long du trajet que vous effectuez en voiture. Et si vous respectez le code de la route, vous obtenez des points qui permettent d'augmenter votre score d'intimité. Alors, je vais faire écouter maintenant un extrait de quand elle apparaît dans le GPS, que nos auditeurs et auditrices puissent découvrir qui est Lei Navi. もうすぐ右折だよ。自転車、歩行者、対向車に注意してね。あと300メートルで左折して。よそ見しちゃダメ。まもなく左折です。たまには私の言うことも聞いてくれる？ Voilà, donc vous avez entendu un extrait donc de Lei Navi qui intervient dans le GPS. Et alors ma première question par rapport à ces personnages que vous évoquez, et notamment par rapport à Lei, c'est que donc ces relations, elles sont souvent conçues comme thérapeutiques. On dit, voilà, ça apporte une forme de soutien par rapport au fait que beaucoup d'hommes que vous mentionnez se tuent à la tâche, se tuent au travail, et finalement ces personnages fictifs viennent leur apporter un soutien en fin de journée. Et une partie de ces personnages, et notamment des personnages féminins, sont donc accessibles sous la forme d'un hologramme dans une boîte cylindrique, généralement d'une quinzaine de centimètres, où les personnes ont chez eux et qui réagit donc à la voix et éventuellement au toucher aussi, et qui va donc réagir en disant voilà, bienvenue à la maison quand la personne rentre, etc. Et vous soulignez qu'il peut y avoir une forme de paradoxe, que c'est des personnages qui aident à faire tenir, mais qui du coup aussi pourraient quelque part apparaître comme en train d'étouffer la possibilité d'une révolte par rapport à un système qui est extrêmement difficile, un système du travail qui est quelque part insupportable. Et pourtant vous dites, à l'inverse, ces personnages virtuels peuvent quelquefois éclairer des vies insupportables, des vies invivables et apporter une forme de réflexivité. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus ? Oui, c'est extrêmement ambivalent. Ce sont des dispositifs qui à la fois reproduisent le système d'une certaine manière utilitariste de l'exploitation des ressources dites humaines, c'est-à-dire voilà,
on va presser le citron, hein. Donc le personnage est là pour battre la cadence. Dépêche-toi, tu vas être en retard au travail, dit-elle quand elle réveille l'utilisateur. S'il va pas assez vite, vraiment fais attention. Ensuite, quand il rentre du travail, est-ce que tu as bien travaillé? Tout le temps, elle est là pour, d'une certaine manière, le rappeler à l'ordre. Et en parallèle, et c'est ça qui m'a paru extrêmement touchant et presque étrange d'ailleurs, c'est un personnage pathétique qui lui-même est enfermé dans une petite boîte comme un poisson, finalement, un poisson rouge dans son aquarium, et qui renvoie à l'utilisateur l'image en miroir de sa propre existence aliénée. D'une certaine manière, c'est pour ça qu'elle l'éclaire sur lui-même et qu'elle joue le rôle d'un Bouddha. Et d'ailleurs, elle sert essentiellement à réveiller l'utilisateur tous les matins. C'est sa fonction principale. Et elle lui dit « réveille-toi, réveille-toi ». Elle répète ça sans cesse. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser, parce que j'ai trouvé ce même schéma récurrent dans d'autres dispositifs d'aide et de soutien aux célibataires. Je me suis aperçue qu'en fait, c'était des interfaces conçues à la fois pour encourager, ce qu'on pourrait appeler le gambarisme, totalement en conformité avec cette sorte d'inquiétude permanente, il faut gagner sa vie et pour ça il faut se sacrifier un peu parce qu'on est dans un contexte de crise économique, de récession qui d'une certaine manière ne laisse pas le choix. Et puis d'un autre côté, tout en jouant ce jeu-là qui est un peu délétère et toxique, elle ne cesse de rappeler à l'humain, comme un Bouddha finalement, qu'il est enfermé dans une existence qui est illusoire, aussi illusoire que le personnage lui-même, et que c'est pas grave. Voilà, on est dans cette existence, pris d'une certaine manière dans un monde contingent. Il faut faire avec, c'est difficile de s'en libérer parce que voilà, il faut bien manger. Et le personnage est là pour apporter au moins un peu de chaleur. Ce qui m'a frappé aussi par rapport à ces personnages que vous évoquez, surtout du côté des personnages féminins, c'est finalement les personnages que vous évoquez sont souvent très jeunes. Ça, c'est un point qui m'a frappé. Elles sont souvent mineures, elles ont souvent autour de 17 ans, sachant que donc j'ai regardé la majorité au Japon de tous les droits se situe à 20 ans pour pouvoir boire, fumer ses 20 ans, pour voter ses 18 ans. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que voilà, quand la personne elle rentre du travail, ce personnage féminin va s'adresser à l'utilisateur en l'appelant souvent master. Et donc, elles vont jouer un rôle un peu d'épouse prévenante, de personne voilà, qui prend soin du mari, souvent un idéal féminin qui est un peu révolu au Japon, vous le dites. Hein. Oui. Et du coup, je me suis demandé finalement, est-ce qu'il n'y a pas une différence de genre dans les attentes qu'ont les femmes quand elles ont ces espèces de relations avec des personnages virtuels et qu'ont les hommes avec ces personnages virtuels ? Parce qu'on le verra, pour les femmes, ça peut être une manière de, quelque part, refuser de se soumettre à des normes de genre qui sont vécues comme la fin d'une liberté. Alors que finalement, du côté des personnages féminins que vous évoquez, il n'y a pas tant une remise en question des normes de genre. Il y a l'idée que les hommes n'arrivent pas à atteindre leur rôle, en fait, quelque part. Ils n'arrivent pas à devenir les chefs de famille qui viendraient subvenir aux besoins de leur famille. Ils n'arrivent pas à gagner suffisamment d'argent ou d'avoir un métier suffisamment stable. Et du coup, on a plutôt l'impression que ce personnage féminin-là vient rejouer quelque part ces normes de genre qu'ils aimeraient atteindre. Alors, ces personnages, souvent à l'air jeune, habillés en soubrette, qui plus est, qui reproduisent donc en apparence un modèle prescriptif d'une féminité kawaii, mignonne, immature, vulnérable, infantile, etc., pourrait donner l'impression que les hommes s'en servent pour se regonfler l'ego défaillant, de mal dévirilisé par le fait qu'il n'ait pas suffisamment d'argent, qu'il n'ait pas un salaire suffisant pour pouvoir épouser une femme. Mais ça, ce serait une façon de penser un peu réductrice. Et j'essaye de l'expliquer dans mon livre. Il me semble plutôt que le féminisme est porté aussi bien par les hommes que par les femmes au Japon, dans le sens que des deux côtés, il y a la volonté d'en finir avec un modèle matrimonial qui attribue aux hommes le devoir de devenir ce qu'ils appellent des distributeurs automatiques de monnaie, des ATM, ce qu'ils répugnent à faire de plus en plus. Ils ne veulent pas tenir à bout de bras la famille et se sacrifier jusqu'à ne plus voir leur femme ni leurs enfants. Ils ne veulent pas reproduire ce schéma-là.
qui est un schéma de virilité dépassée, qu'ils veulent remettre en question, et finalement, qu'ils veulent remettre en question tout autant que les femmes, de leur côté, veulent en finir, abolir finalement le schéma de la femme au foyer qui renonce à son indépendance. Donc des deux côtés, il y a la volonté d'en finir avec ces modèles normatifs, et comment, et c'est là où ça devient très intéressant, par un biais qu'on a un peu de mal à comprendre en Occident, mais qui a été identifié par un sociologue italien appelé Alessandro Gomarasca, et qu'on appelle le conformisme parodique. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est très porteur comme démarche. Plutôt que d'employer la stratégie frontale de protestation, manifestation, sortir dans la rue, affronter les autorités, etc., eh bien, on va utiliser la stratégie oblique qui consiste à renvoyer en miroir à la société tout entière l'image de la réussite que représente le schéma du couple standard. Et ce schéma du couple standard, c'est quoi ? C'est un homme breadwinner qui peut brandir comme trophée son épouse au foyer dans son petit costume de servante, de soubrette donc. Et bien évidemment, c'est ironique. Tout ça est une manière de se moquer des schémas patriarcaux, de les remettre en question, tout en goûtant d'une certaine manière au côté un peu nostalgique et périmé de la chose, parce qu'il y a une forme de douceur un peu traîtresse à se laisser malgré tout soigner par une jeune fille dont le modèle est totalement dépassé. Et je trouve ça assez rigolo, parce que finalement, les femmes elles-mêmes, de leur côté, qu'est-ce qu'elles font ? Elles ne sont pas plus claires non plus. Elles se tapent, si j'ose dire, des ikemen, des beaux gosses, calibrés sur le modèle du macho séducteur. On pourrait aussi penser que leur révolte ne va pas bien loin. Mais alors, ça m'a fait penser à un espèce de topos, donc un lieu commun, qu'on retrouve dans la science-fiction, et notamment dans la science-fiction américaine, qui a été qualifié de Born Sexy Yesterday par un critique, un écrivain féministe qui s'appelle Jonathan McIntosh. Et le Born Sexy Yesterday, ça vient donc du coup de l'expression to be born yesterday, donc d'être né de la dernière pluie. Ça renvoie à un type de personnage féminin qu'on retrouve énormément dans la science-fiction, et ça depuis le début de la science-fiction aux États-Unis, qui est donc un personnage qui est souvent une femme, du coup, qui est physiquement très attirante, mais qui est représentée comme enfantine ou naïve, et un niveau de maturité en décalage avec son apparence et son comportement. Ces personnages, ils manquent généralement d'expérience du monde réel, puisqu'ils viennent d'un autre monde, hein, ce sont des extraterrestres, ce qui crée une dynamique où finalement leur attrait sexuel contraste avec leur innocence et leur méconnaissance des normes sociales. Et du coup, comme elles sont ignorantes, le personnage masculin, le protagoniste, va être celui qui leur apprend à survivre dans ce monde. Il va la guider dans l'apprentissage des normes sociales et aussi la guider par rapport donc à l'apprentissage amoureux. Les exemples sont multiples et le plus connu, ça va être le 5e élément avec Lilou, qui est vraiment le personnage typique du Born Sexy Yesterday, mais qu'on retrouve aussi dans tout Star Trek. Et du coup, je me suis demandé si finalement on n'a pas aussi ici là un fantasme qui traverse les sociétés et qui serait un peu une forme de fantasme d'une relation un peu de domination avec finalement une relation où voilà, l'homme est en train d'apprendre à une fille plus naïve comment naviguer dans la vie. En tout cas, c'est ce que Jonathan McIntosh dit quand il parle du Born Sexy Yesterday. Est-ce que ça... Ah oui, alors ça rentre complètement en résonance avec les termes qui sont très souvent utilisés par les masters, donc ou les Goshujin-sama, c'est-à-dire les seigneurs et maîtres, puisque c'est ainsi que se désignent les époux, les heureux élus finalement qui ont réussi à épouser une créature fictive. Créature fictive qui, comme vous le soulignez très justement, est en fait bien formatée sur ce modèle de l'innocente à qui il faut tout apprendre et qu'il faut littéralement dresser. Ça, c'est aussi un terme qui est très souvent utilisé, notamment pour les vocaloïdes. On dresse Hatsune Miku, c'est-à-dire qu'on lui apprend des chansons qu'elle va ensuite interpréter, etc. Donc c'est assez intéressant parce que ceux qui se désignent comme les producteurs, c'est-à-dire ceux qui composent de la musique pour les vocaloïdes, utilisent des personnages qui souvent sont des enfants, des êtres liminaux en fait, des êtres des marges qui ne savent rien des réalités de ce monde. Et alors, il y a juste une chose que j'aimerais ajouter, c'est-à-dire plutôt que de le voir comme une simple forme de domination, parce que bien
Bien sûr, c'est inégal, il y a un rapport hiérarchique flagrant, mais ça me semble insuffisant comme analyse. Je pense qu'il faudrait rajouter une strate de réflexion là-dessus, celle que j'ai essayé de développer dans mon livre, et qui est la suivante, c'est que cette culture, cette contre-culture qu'est la pop culture japonaise, s'est structurée autour du thème de la para-religion ou d'un culte alternatif voué à des êtres venus d'une autre dimension. Étant donné qu'elles viennent comme des anges sur Terre pour sauver les humains, c'est un peu le scénario récurrent de ces personnages, eh bien, effectivement, il faut leur apprendre les dures réalités, mais en même temps, et c'est ça qui me paraît intéressant, c'est le rapport hiérarchique peut être facilement inversé dans le sens qu'elles nous sont supérieures. Elles viennent avec toute la bonté des bodhisattvas, finalement, des avatars de Bouddha, pour recueillir le cœur des êtres que ce monde, cette société a laissé pour compte, qui se sentent exclus, et pour leur montrer qu'il existe peut-être une sortie de secours, une issue. Et en fait, toute la contre-culture des amours artificiels tend dans cette direction, c'est-à-dire c'est une proposition de sortir d'une situation qui peut paraître sans issue, où le système matrimonial est désajusté par rapport aux conditions de vie matérielles, et où, malgré tout, il y a encore la possibilité de changer les choses, avec d'autres scénarios et une redéfinition du rapport homme-femme. Je vous propose d'écouter la chanson que vous avez choisie pour cet épisode, qui s'appelle donc Amour suprême de Daniel Dark. Un amour suprême en vaut deux. Tout ce qui est pair, c'est beaucoup mieux. Pour un amour suprême, faut être deux. À trois, c'est comme jouer à sauf qui peut. Amour suprême, 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 amour suprême. Tu me dis, je t'aime, tes deux yeux risque vite de virer au bleu. Surtout, je t'en prie, ne m'en veux pas, non. Je suis encore au sépia. Amour suprême, amour suprême, amour suprême, amour suprême. Amour suprême, amour suprême, amour suprême, amour suprême. À bout de souffle, qui dit mieux? Si tu souffres, c'est tant mieux. Dieu, laissez-le-moi encore un peu, qu'il reste au tapis comme un deux. Amour suprême, 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 amour suprême.
Amour suprême, amour suprême, amour suprême, amour suprême. Alors c'était donc Amour suprême de Daniel Darc, et donc on revient sur cette question des relations amoureuses entre personnages féminins ou masculins, et des hommes et des femmes dans le cadre de relations virtuelles hétérosexuelles. Et donc comme les hommes, finalement les femmes peuvent jouer et avoir des applications dans lesquelles elles peuvent avoir une relation amoureuse avec un ensemble de personnages. Et finalement l'investissement dans ces jeux qu'on appelle donc des otome games, il est assez intéressant puisque vous citez une étude qui a été faite en 2014 où en fait finalement 500 femmes japonaises âgées de 20 à 39 ans, sur ce chiffre-là, 25% avaient joué à des otome games, donc on est quand même sur un phénomène où il y a beaucoup de joueuses. Alors ces jeux ils sont soit en version mobile, donc vous pouvez y jouer sur téléphone ou sur Nintendo, PlayStation, etc. Et donc ce sont des simulations amoureuses dans lesquelles les femmes vont incarner un personnage féminin plus ou moins visible. Parfois, voilà, elle a un visage qui est vide, de manière à ce que finalement la joueuse puisse se projeter dans ce personnage, ou alors parfois on a un personnage avec une histoire qui est racontée, qui est un peu plus incarnée. Et donc, ce personnage vous permet finalement d'avoir une relation avec un ensemble de personnages masculins qui incarnent souvent des figures un peu stéréotypées, vous en avez parlé. On va avoir souvent le prince, le directeur d'entreprise, le tsundere, donc qui est un peu la personne qui a l'air froide mais qui en fait a un cœur d'or, le yandere, alors là on est sur quelqu'un qui aurait un caractère un peu obsessionnel, presque psychopathe, on va le dire. Et donc, je me demandais finalement s'il n'y avait pas une distinction entre les jeux sur mobile et les jeux sur Nintendo, puisque les jeux sur mobile, alors moi, j'ai jamais joué, mais je vois très bien, donc on est souvent sur des scénarios de, voilà, comment avoir le prince, quel prince vous voulez avoir, quel directeur d'entreprise vous pouvez avoir, voilà, et en fait, en fonction des réponses auxquelles on répond, on peut avoir accès à l'un de ces directeurs, alors que sur des jeux sur Nintendo, on n'est plus sur des scénarios élaborés. Dans un autre épisode de Craquer l'époque, celui qui arrivera après, on parlera de Collar X Malice, qui est un exemple de jeu Nintendo. Moi, je pense par exemple au jeu Even If Tempest, où on joue Anastasia, qui est un personnage qui en fait ne cesse pas de se réincarner, elle est tuée et en fait elle se réincarne et elle revient dans le passé, et l'idée c'est d'échapper à sa mort en ayant des relations avec des personnages et dans l'espoir de survivre. Je pense aussi à Jack Jane, où l'héroïne, elle rentre dans une école de théâtre pour garçons, et le seul moyen finalement de se prendre une place dans cette école de théâtre pour garçons, c'est d'être capable de jouer à la fois des rôles féminins et des rôles masculins, sans jamais qu'on se rende compte qu'en fait c'est une femme. Donc voilà, on a des scénarios plus élaborés, des scénarios qui déjouent parfois un peu les normes de genre. Voilà, je me demandais s'il y avait une distinction entre les jeux mobiles et les jeux Nintendo. Oui, alors les jeux sur console en fait sont souvent comparés à des films qu'on projetterait au cinéma par rapport à ces minables feuilletons télé que seraient les jeux pour smartphone. Et c'est vrai que de la part des directeurs de certaines entreprises comme Idea Factory, qui est vraiment la locomotive des otome games élaborés au Japon, il y a une certaine forme de dédain par rapport aux jeux en freemium qui sont effectivement téléchargeables gratuitement sur le cloud. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est que dans les deux cas, il y a quand même un scénario qui est semblable. Au tout début, le prologue permet de rencontrer un choix de garçons, de beaux garçons d'ailleurs, si possible. Donc, une fois qu'on les a tous testés, goûtés un tout petit peu, qu'on a compris à peu près quelles étaient leurs personnalités, on va quand même plus ou moins tomber sur l'un d'entre eux pour suivre ce qu'on appelle la route, c'est-à-dire établir une relation sentimentale en essayant de la réussir, c'est-à-dire d'augmenter les scores d'intimité afin qu'il vous déclare sa flamme. C'est ça le but, malgré tout. Même dans les jeux sur console, le but est quand même qu'il vous déclare sa flamme et qu'il vous dise de manière plus précise « Boku no monoda », soit mienne. Soit mienne, ce qui est voilà, donc une sorte de rapt. Maintenant, effectivement, il y a une différence dans le développement qui est très intéressante. C'est-à-dire la monétisation d'un jeu sur console, en fait, se fait dès le départ. On achète le jeu, voilà, 40 €, c'est fait. Et une fois qu'on l'a acheté, d'une certaine manière,
on peut plus reculer. C'est un peu comme quand on est entré dans une salle de cinéma. Une fois qu'on a payé, on va pas sortir de la salle parce qu'on n'est pas content du scénario. Et du coup, les scénaristes peuvent s'en donner à cœur joie sur les fins dramatiques, sombres, noires, alors que dans les jeux freemium, qui sont l'équivalent des feuilletons télé, on peut éteindre la télé quand on n'est pas contente, et de la même manière, on va arrêter de faire des achats en ligne si on trouve que le personnage est trop méchant. Et c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a une forme d'inégalité causée par le système de monétisation. Mais il y a quelque chose que j'aimerais souligner, c'est que dans les deux cas, la mise en scène du but, de l'objectif à atteindre, à savoir que le personnage vous déclare sa flamme et d'une certaine manière vous demande en mariage, parce que c'est ça le but, c'est le côté très prescriptif de cette quête du prince charmant, présenté comme un objectif légitime dans tous ces jeux, conforme aux attentes que la société nourrit vis-à-vis des femmes, et en fait saboté de l'intérieur, et de manière extrêmement évidente et spectaculaire dans les jeux sur console, il y a vraiment cette propension à saboter la mécanique du jeu en mettant en place des fins négatives qui se font en fait le miroir de tous les aléas que vont subir les femmes qui seraient susceptibles, dans la vraie vie, de se marier. Et c'est ça en fait, c'est une mise en miroir des dangers qui guettent les femmes qui espèrent trouver un époux. Donc dans le meilleur des cas, quand la joueuse atteint le happy end, tout va très bien, je veux dire, elle a trouvé son protecteur, ça se finit bien. Mais il y a souvent donc les dead end qui se finissent par la mort de l'héroïne, le sad love end, c'est la séparation des personnages qui sont pourtant très amoureux, le bitter end qui est vraiment en demi-teinte, le dépression end, le world reset end, avec l'histoire se répète en boucle comme tu disais, et puis la fin de l'amour gâché, le hidden end, au nom explicite. Et tout ça en fait ce sont des alternatives au dénouement heureux qui permettent aux scénaristes des jeux de mettre en garde les joueuses. Attention, vous rêviez d'amour, vous rêviez du prince charmant, mais voilà à quoi finalement le prince charmant vous expose. C'est la cage dorée, il peut facilement se transformer en geôlier, voire en kidnappeur, en violeur, en tueur, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant que la plupart de ces jeux finalement confrontent les fins à l'idée selon laquelle l'objectif de se marier est illusoire, trompeur, et ne peut mener que vers la douleur, la déception, la frustration, etc. Donc là, on a vraiment un exemple parfait de contenu japonais qui donne toutes les apparences d'être conforme aux injonctions de la féminité et qui en réalité désamorce complètement le jeu des normes. Oui, complètement. Alors effectivement, ces bad endings, ils peuvent être extrêmement sombres. Moi, je sais que quand je tombe sur un bad ending, généralement, j'ai besoin rapidement d'arriver sur un happy ending parce qu'il faut quand même le traverser. C'est quand même souvent très très noir. Alors ça peut aller vous l'avez dit, de la violence sexuelle, mais parfois aussi à des morts extrêmement violentes des personnages principaux, donc extrêmement sanglantes. Et ça me fait penser à un jeu qui tourne en dérision ces bad endings, qui est Cupid Parasite. Et alors là, on a des bad endings hilarants. Donc par exemple, il y en a un où le personnage principal dit qu'il n'aime pas les moules, et donc on a le choix entre lui donner la moule ou finalement lui dire non, si t'aimes pas, t'en manges pas. Et le mauvais choix, c'est de lui donner la moule. Et là, en fait, il se rend compte qu'il adore. Et donc, il part faire le tour du monde pour aller découvrir la meilleure moule au monde. Et donc, il n'y a plus de possibilité d'être en relation avec lui parce qu'il est parti faire le tour du monde pour chercher la moule la plus incroyable à manger. On a aussi des jeux qui tournent aussi en dérision leur propre fonctionnement. Ouais. Et ça, je me disais que ça pouvait être assez intéressant. Alors, ce qui m'intéressait aussi par rapport aux automés, c'est que finalement, je me demandais si c'était pas aussi un moyen de pouvoir creuser des fantasmes dont on sait qu'ils ne sont pas forcément souhaitables dans la réalité, mais d'avoir un espace où on peut les explorer sans pour autant se mettre en danger. Parce que je pense par exemple à la figure du yandere, qui est donc une figure qui est quand même extrêmement menaçante. On est sur des personnages qui sont dangereux. C'est parfois des tueurs, c'est parfois des psychopathes. Et dans certains jeux, on a la possibilité de rentrer en relation amoureuse avec eux. Je pense par exemple à Pyofore, où donc on a la possibilité de se mettre en couple avec des gens de la mafia, enfin des chefs de mafia,
mafia, ce qui n'est pas forcément souhaitable dans la vraie vie. En tout cas, je déconseille fortement nos auditeurs et auditrices, si jamais ils sont tentés par la possibilité d'entrer dans ce type de relation. Et donc là, on a typiquement des personnages qui sont des personnages dangereux. Est-ce que finalement, c'est pas ce jeu des espaces pour s'amuser à explorer ce type de relation tout en étant conscient qu'il ne faut pas les souhaiter dans la vraie vie? Oui, c'est ça. Les jeux déclinent la métaphore ambiguë du mariage comme prison dorée et du beau chevalier comme pervers potentiel ou kidnappeur. En fait, ce qui arrive souvent dans ces jeux, c'est on met en scène des châteaux qui sont entourés de grilles. Et l'héroïne entre dans l'enceinte du château, la grille se referme, ça me paraît assez transparent. Ou bien elle assiste par accident à quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, et voilà, elle devient la protégée, comprendre la prisonnière ou l'otage d'un groupe mafieux. Elle est prise en otage de conflits opposant des guerriers qui sont tous désireux de la posséder au sens propre du terme et qui se la disputent comme une proie. Donc je trouve ça particulièrement révélateur que les femmes à la fois s'accordent le droit de fantasmer sur le trope du séducteur aux yeux de braise, bad boy, etc. et qu'en même temps, elles ne soient pas dupes et qu'elles s'amusent, voilà, des difficultés que représente le mariage dans la vraie vie par le biais de ces jeux qui servent de mise en garde finalement. Alors ça, c'est pas dans votre ouvrage, mais c'est quelque chose que vous m'avez dit en off et que j'avais trouvé intéressant, donc je me permets de vous relancer là-dessus. Vous m'aviez dit que certaines des entreprises qui créent des automégames sont particulièrement novatrices en termes d'égalité des sexes au niveau des travailleurs, alors que voilà, elles produisent un contenu parfois un peu à l'eau de rose. Et du coup, ça, je trouvais que c'était un paradoxe qui était assez intéressant. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus ? Oui, c'est très révélateur en fait. Ces firmes qui sont accusées donc d'aller dans le sens des stéréotypes de genre, comme la firme Voltage, qui a été une des principales firmes productrices de Otome, a été créée par un couple dont la femme qui s'autodéfinit comme Fujoshi, c'est-à-dire femme pourrie, aimant le boys love, les contenus dans lesquels de beaux garçons s'enlacent. Eh bien, cette femme qui produit par ailleurs des Otome games pour smartphone remplis de princes aux yeux bleus et prédateurs évidemment, a mis en place et a gagné une récompense parce qu'elle a mis en place un système qui permet à ses employés femmes de concilier leur vie de famille et leur vie professionnelle. Ce qui est du rarement vu en fait dans le système des entreprises au Japon. Souvent les horaires ne permettent pas d'avoir des enfants. En fait, pour le dire tout simplement, il faut amener les enfants à l'école le matin, rentrer très vite pour aller les chercher le soir, et souvent ça ne colle absolument pas avec les horaires permettant de faire carrière. Donc les femmes sont obligées de renoncer à leur métier dès lors qu'elles tombent enceintes. En fait, très rapidement, on leur fait comprendre qu'il va falloir qu'elles s'en aillent et qu'elles prennent un petit job d'appoint mal payé. Il y a toute une économie autour de l'esclavagisation des mères de famille qui serait intéressante à démontrer ici. Mais enfin voilà, donc ces firmes qui sont aux avant-postes finalement de la production de contenu mièvre, eh bien sont aussi aux avant-postes du combat pour la place des femmes et l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Merci beaucoup. Alors une dernière question, qui est un peu la question qu'on pose à tous nos invités à Craquer l'époque, c'est si vous aviez un mot pour définir l'époque, quel serait-il ? Délétère, dans le sens que on est encore complètement pris dans une idéologie du 19e siècle. On continue à avoir un rapport au monde qui est rationnel. On continue à être dans une posture de contrôle et de maîtrise de ce qui nous entoure. Finalement, en posant comme idéal l'idée de l'indépendance. C'est-à-dire, tout ça est dérivé de la notion de libre arbitre. Après l'Ancien Régime, le passage entre l'Ancien Régime et la société moderne, les gens doivent voter et donc sont censés pouvoir répondre de leurs actes devant les autres et donc être parfaitement autonomes. Et cette idéologie, finalement, nous conduit à la situation actuelle, qui est angoissante, qu'à force de se sentir libre, finalement, d'user et d'abuser de tout ce qui nous entoure pour le mettre à profit, eh bien, nous en sommes venus à nous rendre compte que le monde allait peut-être nous laisser derrière lui
et qu'il serait peut-être temps de passer à un autre type de rapport avec les choses, c'est-à-dire la prise de conscience que nous dépendons des créatures vivantes ou inorganiques, je pense aux matières rares qui nous entourent. On en dépend, et l'idée de l'amour, en fait, comme état de dépendance, me paraît une chose intéressante à défendre. Il faudrait revaloriser cette idée que la dépendance, c'est pas uniquement de l'addiction et de l'aliénation, c'est aussi la prise de conscience qu'il faut prendre soin d'autre chose que de l'humain. Parce que l'humain ne peut pas exister sans ces choses-là. Sur cette belle réflexion sur la question de la dépendance, je vais vous remercier Agnès Giard et on va se retrouver donc la semaine prochaine pour la suite de cet entretien sur les amours artificiels. Merci beaucoup. Merci. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Alice Latouche. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.